L'Angleterre se trouve à la même distance de l'équateur que les régions froides du Canada, mais son climat est beaucoup plus doux. Et c'est pas valable que pour l'Angleterre. En hiver, l'air au-dessus de l'océan à l'ouest de la Norvège est 22 degrés Celsius plus chaud que la moyenne à cette latitude. C'est l'une des plus grandes anomalies de température au monde. À Bergen, en Norvège, à 60 degrés de latitude nord, la température moyenne du mois le plus froid est de 1 degré Celsius. Et à Reykjavik, en Islande, à 4 degrés de latitude nord, elle est de 0 degré Celsius. C'est très doux pour des endroits aussi septentrionaux. Et c'est dû au courant chaud du Gulf Stream et au vent d'ouest qui transporte la chaleur et l'humidité des océans vers le nord-ouest de l'Europe. Ce courant est à l'origine du monde tel qu'on le connaît, mais depuis quelques années, les chercheurs nous avertissent que le Gulf Stream pourrait bien s'arrêter. D'après eux, cette catastrophe pourrait se produire dès 2025, ce qui est terrifiant. Mais je n'ai pas l'intention de vous faire la météo sans avoir bu un café. Voici un rappel discret de faire ce que vous savez sous la vidéo, si vous avez tendance à oublier, et merci de respecter mon désir d'anonymat. Pour comprendre ce qui arrive au Gulf Stream, il faut étudier ce qui lui est arrivé au cours de l'histoire et comprendre d'où vient ce courant. Le Gulf Stream, comme tout grand courant, est causé par la rotation de la Terre. Cette rotation alimente les vents et courants tropicaux, faisant entrer de l'eau dans la mer des Caraïbes et créant les lois physiques qui donnent naissance au courant. Le courant du Yucatan, précurseur du Gulf Stream, s'écoule de la mer des Caraïbes vers le golfe du Mexique à travers un détroit entre Cuba et le Yucatan. Là, l'eau rejoint le courant circulaire du Golfe ou forme le courant de Floride qui passe par un détroit encore plus étroit entre Cuba et la Floride. Après avoir absorbé de la chaleur dans le golfe du Mexique, le courant de Floride rejoint le courant des Antilles près des Bahamas, où il devient le Gulf Stream qui circule dans une bande étroite le long de la côte nord-américaine. Lorsqu'il atteint la Caroline du Nord, le Gulf Stream s'éloigne de la côte et prend la direction du large. De là, il se ramifie et il se dirige vers l'Europe. Tout au long de son parcours, il affecte le climat de chaque pays qu'il longe. Il déplace un volume d'eau de 30 millions de mètres cubes par seconde, de l'eau chaude. Le volume du Gulf Stream dépasse celui de tous les fleuves qui se jettent dans l'Atlantique réunis. C'est pas pour rien qu'il est considéré comme le deuxième courant le plus puissant au monde. Seul le courant circumpolaire antarctique le dépasse. C'est lui qui maintient l'Antarctique froid. Mais bien sûr, il s'agit d'un courant énorme qui mesure plusieurs milliers de kilomètres de large. Le Gulf Stream est par comparaison plus modeste. Sa largeur est d'environ 100 km et son épaisseur varie entre 800 et 1200 mètres. L'eau se déplace le plus rapidement près de la surface avec une vitesse maximale de 2,5 mètres par seconde. En gros, c'est une rivière sous-marine chaude et très rapide qui n'a pas de berge. À une époque, quand les navires n'avaient pas de moteur, ils empruntaient le Gulf Stream pour gagner en vitesse. En attrapant le courant, les marins pouvaient réduire considérablement la durée du voyage entre les États-Unis et l'Europe, et pour ce faire, ils utilisaient des thermomètres. En fait, c'est ainsi que le Gulf Stream a été découvert par les Européens lors de l'expédition de Juan Ponce de León en 1512. Par la suite, le Gulf Stream a été utilisé par les navires espagnols naviguant des Caraïbes vers l'Espagne. Mais il faut bien comprendre que le Gulf Stream ne représente qu'une partie de la circulation thermo-haline, un tapis roulant constitué de courants océaniques. Il déplace oxygène, nutriments, carbone et chaleur tout autour de la planète. Il aide également à contrôler le niveau des mers et l'activité des ouragans. Ainsi, ce réseau mondial de rivières sous-marines réchauffe ou refroidit la planète. Un peu comme une société secrète qui dirigerait tout, sauf que, eh bien oui, ça existe vraiment. Plus précisément, le Gulf Stream fait partie de la circulation méridienne de retournement atlantique, AMOC. C'est un élément clé du système climatique de la Terre qui a joué un rôle important dans les changements brusques survenus dans le passé. Évidemment, l'eau des océans circule en permanence, mais l'AMOC déplace l'eau du nord vers le sud et vice-versa dans l'Atlantique. Cette circulation apporte de la chaleur à différentes parties du globe et transporte les nutriments nécessaires à la vie dans l'océan.
Le processus commence lorsque des eaux chaudes de surface se déplacent vers les pôles, comme via le Gulf Stream dans l'Atlantique Nord. Une fois arrivées au pôle, elles se refroidissent et forment de la glace. Ces eaux froides sont visibles sur les cartes de la NASA sous la forme d'une tache bleue située sous le Groenland, ici. Lorsque de la glace se forme à partir d'eau de mer, le sel en est expulsé. À cause de ce sel, l'eau devient plus dense, elle s'enfonce et elle se dirige à nouveau vers le sud. Plus tard, elle remonte à la surface et elle se réchauffe via un processus appelé remontée d'eau. Et le cycle recommence. Le processus de circulation de l'amok et du tapis roulant océanique est assez lent. Il faut environ 1000 ans pour qu'une unité, c'est-à-dire 1 mètre cube, effectue le voyage. Cependant, malgré ça, certains signes inquiétants montrent que l'amok ralentit, tout comme le Gulf Stream. Le Gulf Stream est un courant de surface. Il existe également des courants de marée qui se produisent près du rivage et qui sont influencés par le soleil et la lune. Bon, tout le monde connaît les marées et les reflux. Les courants de surface sont alimentés par le vent. D'autres courants, beaucoup plus lents, vont de la surface jusqu'au fond de l'océan et sont déclenchés par les changements de salinité et de température. Comme je l'ai dit, le Gulf Stream appartient à un vaste système de courants circulaires et de vents forts. Ces systèmes sont connus sous le nom de gyres océaniques et il n'y en a que 5 sur Terre. Le Gulf Stream fait partie du gire subtropical de l'Atlantique Nord. Sous les tropiques, il capte de l'eau chaude. En effet, sa température peut atteindre 30 degrés Celsius, voire plus. En cours de route, une partie de cette chaleur disparaît, bien sûr, mais ça suffit à réchauffer les pays et les continents qui se trouvent sur son passage. Mais même un phénomène comme le Gulf Stream n'est pas éternel. Ce courant s'affaiblit. L'amok peut exister sous forme de 2 états stables, l'un fort et rapide, celui qu'on connaît actuellement, et l'autre beaucoup plus lent et faible. Quand l'amok a changé de mode au cours de la dernière ère glaciaire, le climat du Groenland s'est réchauffé de 10 à 15 degrés en l'espace de 10 ans. Si l'amok s'arrête carrément, les températures en Europe et en Amérique du Nord pourraient chuter de 5 degrés au cours de la même période. Et comme notre climat ne cesse de changer, il y a de fortes chances que l'amok ralentisse ou s'arrête complètement. On ignore ce qui se produira alors. Mais clairement, ça ne sera rien de bon. Ainsi, une fois de plus, le changement climatique est à blâmer. Vous vous souvenez, pas vrai? Glace, sel, eau dense, le cycle complet. Pour rappel, l'eau douce provenant de la fonte des calottes glaciaires rend l'eau des océans moins dense et moins salée, et des études montrent que le Gulf Stream n'a pas été aussi faible depuis plus de 1000 ans. Vous vous dites peut-être « Hé, comment on a fait pour déterminer ça ?» Si les Européens n'ont découvert le Gulf Stream qu'au XVIe siècle, comment savoir à quoi il ressemblait au début du dernier millénaire? C'est une bonne question. On ne mesure directement la force de l'amok que depuis 2004, et afin de suivre les changements sur des périodes plus longues, les chercheurs examinent les données de température de surface des gyres subpolaires entre 1870 et 2020. Selon eux, c'est comme une empreinte digitale de la force de l'amok. À l'aide d'un modèle statistique, les chercheurs peuvent estimer la diminution de la force et de la stabilité du courant océanique. Et, pour faire simple, les choses sont mal engagées. En fait, on avait déjà prédit l'avenir du Gulf Stream, mais à l'époque, on pensait que l'arrêt de ce courant prendrait des siècles. Aujourd'hui, cependant, les chercheurs affirment que l'amok pourrait s'arrêter complètement entre 2025 et 2095. En effet, le flux d'eau chaude qui traverse le détroit de Floride a diminué de 4% au cours des 40 dernières années. À première vue, un changement de 4% semble mineur, mais les chercheurs pensent qu'il s'agit d'un signe avant-coureur. Je les cite. « C'est comme au début de la pandémie de Covid. Les gens disaient « Oh, il n'y a que 60 cas, pas de quoi s'en faire. » Que 60 cas, certes, mais hier, il n'y en avait que 30. Et avant-hier, 15. Si on ne raisonne qu'à court terme, on est mal barré. En outre, les chercheurs disposent aujourd'hui de bien plus de moyens pour recueillir des infos et obtenir une vue d'ensemble. Littéralement, ils peuvent étudier le Gulf Stream à l'aide de satellites. Par exemple, les satellites GOES-R, Geostationary Operational Environmental Satellite R. Ils recueillent des données sur les températures de surface dans l'océan Atlantique.
Ça permet de suivre précisément la trajectoire du Gulf Stream. Mais pour prouver son ralentissement, les chercheurs ont examiné les données recueillies pendant 40 ans à partir de 3 sources: câbles sous-marins, altimétrie par satellite et observation de terrain. D'ailleurs, grâce à l'étude de fossiles, les chercheurs en savent plus sur le fonctionnement du Gulf Stream avant 1870. Des fossiles de micro-organismes appelés foraminifères suggèrent qu'il y a 20 000 ans, le Gulf Stream était plus épais d'environ 1 km, atteignant la profondeur de 2,5 km. De plus, le courant était plus fort en raison de vents intenses dans la partie subtropicale de l'Atlantique Nord et la densité de l'eau était également plus élevée. Par conséquent, le Gulf Stream transportait une énorme quantité de chaleur vers le nord, même si le reste de la planète était beaucoup plus froid qu'aujourd'hui. Bon, il est temps d'en venir à l'essentiel, car ce qui devrait nous inquiéter, c'est les conséquences d'un éventuel arrêt du Gulf Stream. Les chercheurs ont fait des prévisions à ce sujet. Sans ce courant chaud, l'Europe occidentale connaîtra des hivers plus rigoureux. Les tempêtes s'intensifieront et les températures baisseront considérablement. Actuellement, les ports d'Europe du Nord ne sont pas pris par la glace en hiver, mais sans le Gulf Stream, ils ne pourront plus fonctionner comme avant. Si le courant s'arrête brusquement, ce sera un coup dur pour l'économie. Dans certaines régions de Norvège, la température chutera de plus de 20 degrés. Sur la côte est des États-Unis, le niveau de la mer montera rapidement, ce qui perturbera l'écoulement des pluies tropicales vitales. A l'inverse, les régions de l'hémisphère sud devraient se réchauffer de plusieurs degrés. Comme elles abritent des écosystèmes fragiles, ces changements pourraient les affecter gravement. Par exemple, la forêt tropicale amazonienne est vulnérable à la diminution des précipitations. Si les forêts se transforment en prairies, ça entraînera des émissions de carbone dans l'atmosphère et la perte d'un précieux puits de carbone. Et à partir de là, la situation climatique ne fera qu'empirer. Vous avez dû remarquer que certaines de ces images sont tirées du film Catastrophe le jour d'après, sorti en 2004. C'est pas pour vous effrayer, mais le film évoque précisément un arrêt brutal des courants océaniques dans l'Atlantique. L'arrêt de l'AMOC et ses conséquences destructrices. Des experts affirment que certains moments du film sont, assez réalistes d'un point de vue scientifique. La plus grande inexactitude est la rapidité des événements. Si vous vous souvenez, toutes les catastrophes s'y produisent en quelques heures seulement. En réalité, de tels changements prendraient des dizaines d'années. Du moins, selon les prévisions les plus alarmistes, mais ça pourrait même prendre des siècles. Mais c'est évidemment plus spectaculaire comme ça. Tout le monde s'accorde à dire que l'arrêt de l'AMOC aurait des conséquences catastrophiques. En particulier au niveau des précipitations, qui n'affecteraient pas que l'Amazonie. Des milliards de personnes en Inde, en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest en dépendent. Si la quantité de pluie diminue, la sécheresse suivra, ainsi que la famine et les maladies. Les glaciers de l'Antarctique seront encore plus menacés qu'ils ne le sont déjà. Naturellement, si les courants disparaissent, ça affectera les habitants de l'océan en perturbant les écosystèmes et en interrompant les voies de migration. Par exemple, plusieurs espèces de mammifères, dont les orques, dépendent du Gulf Stream pour leur migration. Sans parler des animaux qui l'empruntent dans un sens ou dans l'autre, comme les anguilles. Elles empruntent le courant peu après leur naissance afin de se disperser, ce qui permet de maintenir leur population stable. Sans le Gulf Stream, ce sera le chaos dans les océans. En outre, l'érosion côtière s'aggravera, sans compter l'élévation du niveau de la mer. Tout ça aura des répercussions sur les communautés qui dépendent de la stabilité des océans. Le Gulf Stream étant directement impliqué dans la distribution de la chaleur, son ralentissement ou son arrêt déclencherait des changements climatiques drastiques comparables aux ères glaciaires passées. Une ère glaciaire ne serait pas préférable au réchauffement climatique. Elle aurait des répercussions sur l'agriculture et elle priverait l'humanité de nourriture. Les plantes ne pourraient plus pousser et fructifier dans le froid comme auparavant. Les infrastructures non adaptées en souffriraient, les coûts de chauffage bondiraient et les gens fuiraient le froid en direction des régions chaudes qui seraient sous pression. Pour couronner le tout, les moussons tropicales deviendraient un véritable fléau pendant le siècle qui suivrait l'arrêt du Gulf Stream. Les chercheurs soupçonnent depuis longtemps que l'arrêt de l'AMOC perturberait les moussons, mais ce n'est que récemment qu'ils en ont découvert toutes les conséquences. Les moussons tropicales se forment dans une étroite bande de basses pressions atmosphériques qui entoure la Terre près de l'équateur.
Dans cette zone, la zone de convergence intertropicale, les vents de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud se rencontrent, entraînant de fortes pluies et des orages pendant plusieurs mois chaque année. Mais la zone de convergence intertropicale est liée à la température de l'océan, elle se forme là où il est le plus chaud. Et comme la Terre est inclinée, ce point le plus chaud se déplace de haut en bas. Si l'AMOC ralentit ou s'arrête, elle ne fournira plus autant de chaleur à l'hémisphère nord, ce qui entraînera une baisse de la température de la mer. S'il fait plus froid dans l'hémisphère nord, les points chauds de la planète se déplaceront vers le sud et les précipitations avec eux. Des précipitations source de vie. Les régions qui dépendent de la saison des pluies s'en trouveront privées et elles devront y faire face pendant au moins une centaine d'années. Pourquoi un tel chiffre? C'est simple, les chercheurs ont utilisé cette échelle pour leur modélisation car à l'échelle humaine, 100 ans c'est long, mais c'est insuffisant pour que la planète revienne à la normale. Quant au problème auquel le Gulf Stream est confronté, le principal est le flux d'eau douce provenant de la fonte accélérée de la calotte glaciaire du Groenland et d'autres sources. J'ai déjà parlé de l'impact d'une baisse de la salinité sur l'eau et les courants. C'est pas nouveau, ça s'est déjà produit lors des ères glaciaires, mais à l'époque, il n'y avait pas grand monde pour en souffrir, et personne n'avait la moindre idée de ce qui arrivait à la planète. Mais aujourd'hui, on sait que la pollution et d'autres facteurs aggravent le changement climatique, que la glace fond, que la salinité diminue, entre autres phénomènes. La question est de savoir ce qu'on peut y faire. Je veux dire, est-ce qu'on peut remédier à la situation? En théorie, oui. C'est pas un scoop. Il s'agit de lutter contre le changement climatique, de passer aux énergies renouvelables, de réduire les émissions nocives, etc. Bref, adopter de bons comportements et renoncer aux mauvais. Mais entre nous, c'est mal engagé. Actuellement, dans la bataille contre le réchauffement climatique, c'est lui qui gagne. Un tsunami en Antarctique. Vous avez déjà entendu parler de vagues scélérates en Antarctique? Moi non plus, et pour une bonne raison, ça n'est jamais arrivé. Mais les chercheurs tirent la sonnette d'alarme. Le changement climatique pourrait provoquer des tsunamis dans cette région glacée. Les recherches montrent que les énormes icebergs se fragmentent sous l'effet des courants océaniques, ce qui veut dire qu'ils fondent. Récemment, le point le plus profond de l'océan austral, près de l'Antarctique, appelé Factorian Deep, a été étudié. L'afflux d'eau douce provenant des glaciers dans les eaux de l'Antarctique devrait augmenter dans les années à venir, ce qui pourrait entraîner l'arrêt de courants océaniques essentiels. Matthew England, océanographe et spécialiste du climat à l'Université de Nouvelle-Galles du Sud, compare ce phénomène à la respiration de l'océan. Une étude menée par des chercheurs britanniques et australiens a révélé que d'ici 2050, la force des courants sous-marins antarctiques pourrait diminuer de 40%. Ces changements auront de graves répercussions sur la circulation de la chaleur, de la salinité, de l'oxygène, du carbone et des nutriments et un effet durable sur les écosystèmes. Mais j'ai déjà parlé de tout ça. Courant de fer. S'il est une chose que l'on ne s'attend pas à trouver dans le Gulf Stream, c'est bien du métal. Des chercheurs ont découvert que les tourbillons du Gulf Stream transportent beaucoup de fer. Cet élément est transporté par des tourbillons vers le gir de l'Atlantique Nord, dont on pensait auparavant qu'il était pauvre en fer en raison de l'absence d'apport venant du Sahara. Mais en quoi c'est important ? Eh bien, par exemple, le transport du fer est utile aux micro-organismes marins, comme le phytoplancton et les cyanobactéries, qui ont besoin de fer et de zinc pour se développer. Ces micro-organismes, à leur tour, jouent un rôle clé dans les cycles du carbone et de l'azote de la Terre. Ils contribuent à la photosynthèse et ils absorbent l'azote de l'atmosphère, ce qui stimule l'activité des océans. Ainsi, lorsqu'ils ont de quoi manger, ils aident la planète. Cependant, pour une absorption efficace de l'azote, ils ont besoin de beaucoup de fer. Alors, une question se pose. Quelle quantité de fer est présente dans ces tourbillons ? Pour le savoir, les chercheurs ont fait appel à un expert en circulation océanique de l'Université de Rhode Island. Grâce à des données satellitaires, ils ont découvert que 7 à 8 tourbillons se détachent chaque année du Gulf Stream. Les chercheurs ont ainsi pu estimer la quantité de fer qu'ils transportent, soit environ 15% du volume apporté par le sable du Sahara. D'autres données suggèrent que la part de fer transportée par ces tourbillons vers le gir de l'Atlantique Nord varie entre 3 et 75% de la quantité de fer apportée par le sable du Sahara.
Mais bon, la présence de fer dans les courants a été découverte récemment, et on manque de données, ce qui explique ces différences. Pour y voir plus clair, il faudra patienter un peu. Les requins ne survivront pas. On sait tous que les requins sont de dangereux prédateurs marins. Il leur arrive de croquer des humains, généralement par curiosité, mais ça n'empêche pas les biologistes de les étudier. Ainsi, ils ont découvert récemment que les requins aiment les tourbillons chauds et qu'ils passent beaucoup de temps dans les profondeurs de ces structures tourbillonnantes. Comment l'ont-ils découvert? C'est très simple, en plaçant des capteurs sur 2 requins, un dispositif de localisation et un capteur de température et de profondeur. Ils ont suivi les requins pendant près de 6 ans et l'un d'entre eux transmet encore des données. Ils ont découvert que l'itinéraire de ces créatures marines longe le Gulf Stream vers le nord avant de s'éloigner vers le large. Et c'est dans les courants chauds et tourbillonnants que les requins passent le plus de temps à la profondeur de 450 mètres. C'est sans doute dû à l'abondance de poissons et de calmars à ces profondeurs. Mais revenons à la vidéo et imaginons que le Gulf Stream disparaisse. Plus de courants chauds et plus de proies pour les requins. Or, la situation est déjà grave, car selon les océanographes, certaines espèces de requins ont atteint un niveau critique au cours des 100 dernières années. Si le Gulf Stream disparaissait, est-ce que les requins disparaîtraient aussi? C'est probable. Certaines baleines aussi, mais c'est un autre sujet. Une créature dangereuse. Sur la côte de la Nouvelle-Écosse, des vacanciers sont tombés sur une créature surprenante qui peut piquer plus fort qu'une méduse. Une physalie, une espèce apparentée dont le corps est transparent et orné d'une crête décorée de marques violettes, bleues ou roses. Un animal superbe, mais dont la morsure est douloureuse et urticante. Bref, très désagréable. Pourquoi je vous parle de ça? Car des experts ont établi un lien entre l'augmentation des observations de physalie le long de la côte de la Nouvelle-Écosse et l'activité du Gulf Stream. Le courant chaud qui remonte la côte est de l'Amérique du Nord a provoqué un réchauffement plus rapide des eaux au sud de cette région par rapport à d'autres points de l'Atlantique. Attendez un peu, j'arrête pas de dire que le Gulf Stream ralentit, qu'il se refroidit et tout ça, et on m'annonce maintenant que les eaux se réchauffent et que le courant est plus fort qu'avant. Mais alors, c'était un mensonge? Eh bien, c'est possible. Une étude suggère que l'affaiblissement de l'amok serait dû à des erreurs de mesure. Des changements affectant le champ géomagnétique de la Terre auraient faussé les chiffres. Or, ça modifierait les conclusions quant à la disparition possible du Gulf Stream. Tout a commencé par l'observation du courant de Floride qui transporte l'eau du golfe du Mexique le long de la côte est des États-Unis. Il s'agit de l'un des courants les plus rapides du monde, il est donc facile à surveiller. Des études basées sur des données provenant de câbles sous-marins indiquaient un affaiblissement du courant de Floride. Cependant, de nouvelles recherches ont montré que l'influence du champ géomagnétique terrestre sur la tension des câbles avait été sous-estimée. En ajustant les données pour en tenir compte, on a constaté que le courant n'avait pas changé au cours des 40 dernières années. Ainsi, le champ géomagnétique aurait affecté des dizaines d'années de surveillance des océans. Oh, j'oublie de mentionner un détail important. L'étude dont je viens de parler a été publiée le 5 septembre 2024. En résumé, il s'agit de résultats totalement nouveaux, plus récents que ceux faisant état d'un ralentissement du Gulf Stream. Alors, on va devoir encore attendre que les chercheurs étudient tout ça et corrigent les données inexactes. Personnellement, j'aimerais bien croire que tout ce que je vous ai dit aujourd'hui est le résultat d'une erreur de calcul. Je n'ai aucune envie de devenir un personnage du film Le jour d'après. Vous avez pensé à faire ce que vous savez. À plus.